Le commentaire de texte en philosophie a une méthodologie qui est constituée de plusieurs étapes que je vais décrire. La première étape consiste dans une première lecture qui ne s'arrête pas aux détails, mais qui doit être globale et qui doit permettre de retenir l'idée générale du texte. Donc c'est une lecture qui ne s'arrête pas sur les points de détail et qui se poursuit comme une lecture flottante. La deuxième étape, c'est celle d'une deuxième lecture, une relecture, qui permet de repérer l'organisation des idées principales du texte en notant les mots de liaison et les grandes étapes de l'argumentation de l'auteur. Dans le cadre d'un devoir sur table en 4 heures, la lecture, cette deuxième lecture, demande environ 30 minutes. Ensuite vient l'étape de l'introduction. Je la présente maintenant parce que c'est une manière de présenter le déroulé du devoir tel que vous allez le rédiger. Cependant, cette introduction, même si on en dresse les contours dès le départ, parce que ça permet de s'orienter dans la lecture du texte, ensuite dans la lecture détaillée, la lecture linéaire, cette introduction, même si donc vous en relevez les éléments dès le départ, elle sera rédigée dans les détails seulement à la fin du texte, c'est-à-dire lorsque vous aurez posé tous les détails de votre commentaire linéaire. Donc l'introduction, elle est composée de différents éléments qui sont toujours présents, le thème, le problème, les enjeux, la problématique et l'annonce du plan. Donc on commence par le thème. Le thème se trouve dans le point de départ et dans le point d'arrivée du texte. C'est vraiment ce sur quoi s'appuie l'auteur pour écrire. Tous les arguments avancés par l'auteur s'inscrivent dans cette continuité thématique. C'est donc le thème, le fil conducteur. Ainsi, le texte pourra traiter de justice, de subjectivité, de politique, d'un ensemble de possibilités thématiques en philosophie, mais ce sera la manière qu'on a d'identifier le thème, c'est qu'il est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul. C'est celui qui est majeur à l'intérieur du texte. Une étape suivante, c'est celle de l'identification du problème, toujours dans le cadre du travail sur l'introduction. Identifier le problème, ça consiste à répondre à une grande question ouverte à partir du thème. Il faut lire un texte comme s'il s'agissait d'une réponse à une question. Et donc, identifier le problème consiste à identifier à quelle question répond le texte. Par exemple, qu'est-ce que la liberté? Comment une société pourrait être juste? En quoi l'éthique peut-elle influencer des choix collectifs? Ce sont des exemples de problèmes. Un problème, c'est une manière d'aborder un thème, on pourrait dire sous forme de question. Et donc, il faut bien retenir que le texte que vous étudiez répond à cette question que vous identifiez dès l'introduction de votre commentaire. Donc, ensuite, les enjeux. Répondre aux enjeux dans l'introduction consiste à répondre à la question pourquoi il est important de traiter ce problème, le problème que vous avez identifié vous-même à partir du texte. Donc pourquoi est-il important de traiter ce problème? Pourquoi l'auteur a consacré du temps et de l'énergie à rédiger un texte sur cette question? Poser la question des enjeux, c'est ouvrir l'occasion de montrer l'originalité du texte. Vous pouvez choisir différentes formules comme ce problème a déjà été abordé par différents courants de pensée, c'est souvent le cas en philosophie. Pourtant, cet auteur, l'auteur que nous étudions, a choisi d'aborder ce problème sous un angle nouveau, à partir d'une réflexion qui est nouvelle et différente par rapport à la tradition. Souvent, se situer par rapport à la tradition, ça permet de clarifier les enjeux précisément. Il peut aussi y avoir un enjeu historique, puisqu'il y a parfois des textes qui sont rédigés à partir d'un contexte historique particulier ou dans le cadre d'un projet global de la rédaction d'une pensée générale à partir d'un ensemble
d'abord thématique, comme par exemple on le trouve avec Kant. Une fois qu'on a bien identifié le thème, le problème et les enjeux, on peut se tourner vers la question de la problématique, qui a une importance particulière à l'intérieur de l'introduction. La problématique ici, dans le cadre d'un commentaire linéaire de texte, c'est la problématique posée par l'auteur. Il s'agit de la manière particulière qu'a l'auteur de traiter le problème. Ici, pour vous repérer donc comme un levier rhétorique, je dirais qu'il s'agit d'une question fermée. Vous avez vu tout à l'heure que le problème, c'est une question ouverte. Et ici, la problématique, c'est une question fermée. Est-ce que, faut-il, y a-t-il, c'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Il faut imaginer que le problème, c'est ce qui ouvre l'horizon de la pensée, comme on pourrait parler de l'horizon qu'on voit lorsqu'on regarde la mer, par exemple. Vous voyez l'horizon complètement ouvert devant vous, et puis sur cet horizon se détache de loin un élément qui se rapproche, qui pourrait être la voile d'un bateau, par exemple, et que vous voyez approcher, et on pourrait dire que ça, c'est la problématique, alors que le problème, c'est l'horizon entier. La problématique, c'est ce détachement qui permet un point de vue, c'est-à-dire une orientation au sein de l'horizon qui est beaucoup plus vaste. Et donc c'est pour ça que chaque auteur apporte sa problématique dans un texte particulier, c'est parce qu'il y a beaucoup de manières de rentrer dans l'horizon du problème pour pouvoir le traiter. Donc, énoncer la problématique, ça consiste à dire quelle est cette question particulière qui est abordée par l'auteur. La question, bien sûr, se découvre à partir du texte lui-même, à partir de la lecture que vous en avez faite, et elle détermine la phase suivante qui est le plan argumentatif qui est adopté par l'auteur. Donc cette phase du plan, ce moment dans lequel vous devez décrire le plan de l'auteur, ça fait aussi partie de l'introduction. Dans la deuxième lecture, la structure doit apparaître. Tout à l'heure, je disais que vous deviez relever les mots d'articulation du texte. Et donc, cette structure du texte, elle est composée de différentes parties de l'argument développé par l'auteur. Et l'annonce que vous ferez dans votre introduction de ce plan peut se faire par sous-thème. Par exemple, vous pourriez écrire « Dans un premier temps, l'auteur aborde l'idée de puis il s'intéresse à et dans un dernier moment, l'auteur se concentre sur Donc, comme une évolution très simple qui permet de comprendre qu'on va passer d'une idée à l'autre. La présentation du plan, elle peut aussi être faite par le biais de questions, une progression dans le questionnement. Et ça, c'est une bonne manière en philosophie d'aborder le plan, parce que, évidemment, même s'il y a une question qui constitue le problème, puis une question qui constitue la problématique, en fait, pour chaque partie de votre texte correspond encore une fois une question. Et le détail de ce plan va vous permettre à vous de vous repérer lorsque vous allez rédiger le commentaire linéaire, le corps du texte. Et donc, cette autre manière, c'est de faire correspondre chaque partie que vous avez repérée grâce à votre seconde lecture dans laquelle vous avez repéré les articulations rhétoriques. Et donc ça pourrait être quelque chose comme l'auteur se demande tout d'abord si et cette question le conduit à s'interroger sur et la réflexion se conclut en posant la question de parce que en philosophie l'important c'est de se poser des questions. Lorsqu'un devoir ne fait apparaître aucune question, il est souvent hors sujet. C'est un point de repère pour la correction qui est très très clair. Ensuite, donc, une fois que vous avez tous ces éléments qui constitueront l'introduction de votre commentaire linéaire, vient le corps du commentaire, c'est-à-dire le cœur de votre travail, mais qui doit se faire en accord avec les éléments que vous aurez repérés
pour construire votre introduction. Le corps du commentaire, comme je le disais tout à l'heure, il doit suivre le plan annoncé en introduction, c'est-à-dire que l'introduction a annoncé, par exemple, différentes questions, et que vous pourrez rédiger ensuite chaque début de commentaire de paragraphe, que vous aurez vous-même déterminé, en introduisant la question que vous avez annoncée en introduction. Donc de la même manière que dans l'annonce du plan, vous reprenez la question ou le sous-thème que vous avez annoncé. Chaque partie que vous avez vous-même donc détaillée dans l'annonce du plan est analysée de manière linéaire. Le commentaire doit exposer une lecture suivie. Phrase à phrase, mot à mot, vous vous arrêtez sur chaque élément qui apporte du sens et vous montrez une progression dans l'écriture même du texte en vous situant au moment même de l'écriture, comme si vous dépliez l'explication, c'est un déploiement du sens du texte et donc de la polysémie des mots par exemple, et pourquoi ce mot est employé d'une manière particulière chez cet auteur et dans ce contexte. Les citations de mots ou de parties de phrases doivent être nombreux et surtout il faut retenir que on n'explique pas la citation avant la citation, on l'explique toujours après, en suivant. Et donc on ne laisse jamais une citation, que ce soit la citation d'un mot ou la citation d'une partie de phrase, on ne laisse jamais une citation sans explicitation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser la citation pour remplacer une explication que vous auriez vous-même fournie, par exemple en vous disant « l'auteur le dira toujours mieux que moi ». Non, là ici, comme il s'agit de faire le commentaire linéaire, il s'agit bien sûr de commenter toute citation, tout élément de citation, et ne pas faire de citation trop longue puisque ça va embarrasser votre commentaire dans la mesure où de toute façon vous allez passer par chaque élément du texte. Le sens doit être déplié par le commentaire d'une manière cohérente pour retracer la réflexion de l'auteur. Donc il y a une démarche qui commence, qui se déploie et qui termine ensuite à la fin du texte que vous aurez étudié. En entrant dans le détail de chaque phrase, l'analyse donc comme je signalais tout à l'heure, l'usage particulier des mots, par exemple, peut être intéressant. On peut dire, d'habitude, dans la tradition, ce mot signifie ceci, mais on constate dans ce contexte que l'auteur ne peut pas l'employer comme ça, mais qu'il l'emploie dans un sens différent que nous allons ici expliciter, par exemple. On peut aussi s'appuyer sur le sens commun. Ce mot, dans le langage courant, signifie habituellement ceci, mais dans ce texte, on voit que l'auteur l'utilise d'une manière nouvelle. Alors, comment l'utilise-t-il ? Quel sens il lui donne ? C'est les questions auxquelles vous devez ensuite répondre dans le commentaire linéaire, où on peut dire que ce terme particulier qu'on ne connaît pas est ici investi d'un sens par l'auteur, un sens particulier que vous décrivez. S'il s'agit d'un mot technique qu'on a par exemple vu en cours ou que vous avez pu lire par ailleurs, que vous connaissez. Donc chaque partie du commentaire qui correspond en fait à des sortes de paragraphes que vous avez vous-même déterminés au moment de la lecture qui vous a conduit à découvrir les éléments pour l'introduction. Chaque partie commence par une interrogation ou une situation du passage dans le texte en général et elle se conclut sur une phrase synthétique. Il est très important de montrer la progression de votre travail. Par exemple, vous pourriez écrire « Dans ce premier temps ou dans ce second temps, il est apparu dans notre lecture que… » et vous résumez, vous reprenez de manière synthétique les éléments que vous avez apportés grâce à l'étude de ce passage. Lorsque l'ensemble du commentaire linéaire est fait, lorsque vous avez rédigé
le commentaire de la totalité du texte, vous arrivez à une étape qui conclut votre commentaire linéaire. Donc pour faire cette conclusion, vous devez faire en fait la synthèse des éléments que vous avez apportés à travers votre commentaire. Donc finalement, si vous suivez bien la méthode que je vous expose, il suffira de reprendre les différents éléments que vous avez synthétisés à la fin de chaque conclusion de partie. Donc il s'agit de faire une synthèse qui répond à l'introduction. Puisque vous aviez posé des questions en introduction, vous y répondez en conclusion. Par exemple, vous pourriez écrire « Le commentaire nous a permis de mettre en lumière l'approche particulière de l'auteur sur ce thème. » Ou l'auteur se demandait au départ si et il conclut en apportant une réponse surprenante à cette question, puisque vous aurez pu commencer en disant habituellement voilà comment est traitée cette question, et finalement on trouve dans la conclusion cette réponse habituelle, elle n'est pas du tout adoptée par notre auteur, mais au contraire il apporte une réponse tout à fait nouvelle à cette question. Donc les découvertes qui ont été faites grâce aux commentaires, tous les détails que vous avez donnés sur le texte, tout ce qui est apporté par votre étude doit être récapitulé, synthétisé dans la conclusion afin de montrer toute l'importance de ce texte en revenant éventuellement aux enjeux. Habituellement, il est recommandé de terminer sur une ouverture. Il s'agit de montrer que la réflexion de l'auteur dans ce texte peut se prolonger, qu'elle n'est pas terminée, mais qu'elle peut se prolonger dans une question qui n'a pas encore été abordée dans ce texte. Peut-être que vous avez connaissance, par exemple, d'une question qui s'ouvre en fait à la suite de ce texte, ou à la suite des travaux de l'auteur. Et cette question d'ouverture, elle arrive comme la suite logique de l'entier commentaire, comme un dernier rebond que vous apportez pour pouvoir non pas fermer l'étude du texte, mais ouvrir l'étude du texte, du thème, du problème, de la problématique et de l'auteur. Alors il y a des éléments à signaler, il y a des choses à signaler que je synthétise maintenant, des choses à ne jamais faire dans un commentaire de texte linéaire. Il ne faut jamais citer et ne pas commenter la citation ensuite. Il ne faut jamais juger le texte ou l'auteur, c'est-à-dire c'est bien ou c'est mal, même lorsque vous le faites d'une manière plus complexe que ça. Ce n'est pas l'enjeu d'un commentaire linéaire de texte, puisque le commentaire de texte en philosophie vise à montrer votre compréhension de l'auteur. Si par exemple vous avez connaissance d'une thèse inverse de l'auteur soutenue par un autre auteur, vous pourriez arriver à la conclusion, faire intervenir cet élément pour ouvrir une discussion. Parfois c'est même ce qui se fait dans le corps du commentaire linéaire, où vous pouvez ouvrir le dialogue avec un autre auteur, par exemple sur un point technique, sur du vocabulaire, sur un élément qui est une réponse que l'auteur fait à un autre auteur, par exemple en identifiant ses influences, ses sources, ou un dialogue noué dans le contexte particulier de ce texte. Mais ça ne signifie pas que vous pouvez donner une évaluation du texte produit par l'auteur. Ce que veut lire le correcteur, c'est votre compréhension du texte. Donc c'est une réflexion, alors que le jugement n'est évidemment pas une réflexion, mais simplement une fermeture qui ne va pas vous permettre une pleine compréhension des enjeux et des arguments de l'auteur. Une autre chose à ne jamais faire, c'est affirmer. Les affirmations ne sont pas appropriées pour un travail philosophique en général. Donc il faut s'en séparer et les tourner sous une autre forme. À la place de dire « il faut », on dira « il apparaît que », vous voyez, c'est une tournure de phrase qui permet de montrer que vous doutez quand même de ce que vous dites, c'est-à-dire que la réflexion s'appuie sur le doute
qui évolue d'instant en instant. Et dans la lecture d'un texte en philosophie, au lieu d'affirmer quelque chose, puisque vous allez tenter de montrer le sens que vous lisez à travers le texte, donc au lieu d'affirmer, vous apportez une hypothèse de lecture. Et c'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il s'agit d'une hypothèse comme il peut y en avoir d'autres. Par exemple, dans une tournure de phrase, dans un élément en particulier, vous voyez l'influence de tel autre auteur. Eh bien, un autre lecteur ne relèvera pas cette influence, mais pourra, par exemple, trouver l'influence d'un autre auteur ou l'influence d'un contexte, ou même l'expression d'une position spécifique à cet auteur. En fait, vous ne savez pas véritablement ce qu'a voulu dire l'auteur. Ce que vous faites à travers le commentaire linéaire, c'est une interprétation, de la même manière que vous pourriez traduire un texte qui ne serait pas écrit en français. Et donc, dans cette version, dans ce travail de version, vous ne pouvez pas poser d'affirmation. Vous adoptez un point de vue, une approche, mais il faut vraiment éviter les affirmations qui sont à nouveau des fermetures, qui vont empêcher le lecteur de vous suivre dans votre réflexion. Une autre chose à ne jamais faire, et je le signalais déjà tout à l'heure, c'est ne pas poser de questions. Vous pouvez poser des questions indirectes ou des questions directes, peu importe, mais il faut absolument qu'il y ait des questions dans un travail philosophique. Sans ça, ça peut apparaître comme hors sujet. C'est-à-dire que on ne trouve pas dans votre travail l'implication dans une réflexion. Une autre chose à ne jamais faire en commentaire linéaire, c'est ne pas montrer la cohérence. Ne pas montrer la cohérence avec votre propre analyse, c'est-à-dire dire que vous comprenez une chose, puis ensuite dire que vous comprenez l'inverse, et ne pas montrer la cohérence du texte lui-même, c'est-à-dire de l'auteur lui-même. Vous ne pouvez pas affirmer, par exemple, c'est le risque des affirmations aussi, vous ne pouvez pas affirmer à un endroit que tel mot signifie ceci, puis ensuite, par exemple, donner une autre définition de ce mot ou d'autres repères pour ce mot. Il faut vraiment montrer une cohérence, montrer une progression dans la réflexion. Et finalement, le travail du commentaire linéaire, c'est d'exprimer le sens de la même manière qu'on exprime une orange, c'est-à-dire qu'on en fait sortir le jus. Pour terminer, quelques recommandations. Attention à l'orthographe, attention aux formulations, soignez la présentation et l'écriture, souligner et mettre les majuscules au titre des ouvrages. Vous savez que les titres des ouvrages doivent être soulignés. Soulignez aussi les expressions en langue étrangère, même latine. Mettez entre guillemets les citations même pour un seul mot. Mettez une majuscule au début des phrases. Mettez une majuscule au nom propre. Bien orthographier les noms de philosophes, c'est très important. Préférez les phrases courtes et simples, pas le style télégraphique, pas le style prise de notes. N'utilisez pas des termes techniques non expliqués, il faut expliquer chaque mot et n'employer les mots que lorsqu'on est sûr de leur signification. Ne faites pas appel à des termes scientifiques pour camoufler une généralité qui serait banale finalement. Pas la peine d'écrire au passé, c'est au présent que le texte nous intéresse. Évitez de dire que l'auteur est considéré comme on sait que, je pense que, les gens, blablabla, de par toutes ces formulations sont à éviter absolument. Et finalement, n'oubliez pas que le je ne s'utilise que dans un exemple universalisant, comme par exemple je pense donc je suis, ou dans l'exemple de Husserl, je vois cette table. C'est un exemple universalisant. À part ça, il faut préférer le nous.